Les facteurs humains peuvent étudier les opérateurs à différents niveaux, soit sur un plan physique ou physiologique, soit sur un plan cognitif ou mental. Donc ma thèse s'intègre dans ce deuxième cadre, c'est-à-dire à un niveau psychologique et mental. Donc j'essaye d'étudier et de comprendre les réactions et les comportements des individus et de modéliser ces comportements en fonction des différentes fonctions psychologiques qui peuvent sous-tendre ou être à l'origine de ces comportements. J'ai étudié un cadre plus particulier qui est le cadre des interruptions et des variations des ressources attentionnelles qui peuvent être à l'origine de ces comportements. Donc dans le cadre de mon étude, j'ai essayé de voir si des variations de l'attention peuvent être observées à la suite d'une interruption. Et ensuite, j'ai essayé de voir si ces variations de l'attention, si elles existent, peuvent être à l'origine de différents types d'erreurs dans des situations réalistes pour des pilotes. Traditionnellement, dans les études de psychologie, on utilise des tâches relativement simples, de type stimulus-réponse. Donc j'ai utilisé comme type de stimulus des disques de deux couleurs différentes, jaune ou vert, qui apparaissent sur l'écran d'un ordinateur, devant l'individu, et la personne doit réagir le plus rapidement possible dès l'apparition de ce stimulus pour indiquer de quel côté se trouve la cible qui est un disque vert. Pour répondre, il appuie simplement sur les touches du clavier de l'ordinateur. Ça, c'est pour le premier type de tâche, donc j'ai utilisé 5 variantes afin de pouvoir adresser différentes composantes attentionnelles différentes. Et pour adresser ces différentes composantes attentionnelles, on peut jouer par exemple sur le rythme de succession des différents stimulus et la probabilité d'apparition d'une cible du côté droit ou du côté gauche. L'ordinateur fournit une réponse pour dire si le test a marché ou non, et en fonction de cette réponse, le sujet passe au test suivant. Donc il a une liste de 10 actions à effectuer. Il faut qu'il effectue un maximum d'actions en 1 minute. Dans le cadre de l'interruption complexe, j'ai utilisé une tâche de diagnostic. Le sujet a sous les yeux un schéma, un circuit, qui représente des indicateurs, enfin des instruments, des capteurs et des circuits électriques. À partir de ces éléments qui lui sont présentés, le sujet répond à des questions pour vérifier si le sujet peut voir si les capteurs et les instruments sont en état de fonctionnement ou non. À la suite de cette interruption, donc qu'elle soit simple ou complexe, le sujet revient sur sa tâche attentionnelle d'une durée variable. Donc les résultats de cette étude ont montré que les capacités des individus sont variables à la suite d'une interruption. Et nous avons remarqué que les interruptions complexes engendrent effectivement des variations des ressources attentionnelles. Cela signifie que les opérateurs, les individus, à la suite de ces interruptions, quand elles sont complexes, ont moins de ressources attentionnelles à engager pour réaliser différentes activités. Dans une deuxième étape, je suis passé sur l'étude des comportements de pilotes. Donc j'ai essayé de vérifier si ce même type de résultat pouvait être retrouvé dans un cadre opérationnel pour des pilotes de ligne. Donc nous avons utilisé un simulateur de vol avec des situations que nous avons créées, des scénarios qui utilisent différents types d'interruptions, de différents niveaux de complexité. Alors ces interruptions peuvent être soit de l'ordre de l'interruption par le contrôle aérien au moment où les pilotes sont par exemple sur des étapes de briefing, ou alors des interruptions plus complexes, comme par exemple l'apparition d'un événement météo, d'une cellule orageuse, qui oblige le pilote à changer sa route par rapport à ce qui était prévu initialement. D'accord, donc nous pouvons voir deux grosses cellules orageuses situées sur notre approche. Je préfère les contourner et les laisser sur la droite pour continuer mon approche. Je souhaitais éviter de passer entre les cellules parce que je ne sais pas comment elles peuvent évoluer. Par principe de précaution, il vaut les éviter. Donc tu vas modifier ton point de vol, vers quel point de vol tu vas réutiliser, quelle route tu vas suivre? Je vais rejoindre LSE Gonix à 7000 pieds, à Sansouanin. Cap 340 en descente. Donc nous regardons essentiellement les comportements des pilotes, les types de réactions qu'ils vont avoir. Par exemple, les décisions qu'ils vont prendre, notamment dans le cas de l'interruption qui est faite par un événement météo dangereux.
Nous regardons essentiellement les performances également à partir de commentaires spontanés que font les pilotes tout au long de la réalisation de ce scénario. Je suis à droite de l'ILS. Nous allons donc rejoindre l'ILS en manuel. Les engagements du pilote. Nous avons également des indicateurs de type charge de travail, donc en direct, pendant que le pilote réalise ce scénario, nous essayons d'avoir des indicateurs sur l'effort mental que va fournir ce pilote pour le scénario précis qu'il est en train de réaliser. Et grâce à cet ensemble d'indicateurs, que ce soit des commentaires spontanés, des questionnaires qui sont réalisés à la suite du scénario ou de données qu'on peut enregistrer sur par exemple la trajectoire de l'avion, on peut essayer de voir si effectivement le pilote semble effectivement avoir des variations au niveau de ses ressources attentionnelles et si ces variations de ressources attentionnelles peuvent être corrélées à des erreurs ou à des variations dans les comportements des pilotes. Donc on peut comparer les comportements et les réactions de ces pilotes les uns par rapport aux autres.